Ah oui, c'est là qu'on avait une iconographie assez explicite. Donc, au passage, ça a été signalé assez tard, et c'est sans doute parce que vous ne lisez pas au début tous les sujets. Et je vous conseille vraiment, quand vous commencez à l'internat, et entraînez-vous à le faire en conf, sinon vous n'aurez pas le réflexe, mais pour les dossiers blancs, pour les confs, et le jour J, commencez par lire tous les sujets, et commencez par faire le sujet que vous connaissez le mieux. D'accord ? Il y a 3 sujets par demi-journée. C'est trop bête d'arriver à la fin de la demi-journée, parce qu'on a pris du retard sur les sujets sur lesquels on galère, de se rendre compte que le 3e sujet, on le maîtrise totalement, et de ne pas avoir le temps de le finir. D'accord ? C'est complètement idiot. Donc, commencez par lire les 3 sujets et faites d'abord celui qui vous semble le plus facile, celui sur lequel vous allez mettre un maximum de points, comme ça, c'est des points que vous assurez. D'accord ? Ok. Alors, on commence. Madame F, 82 ans, elle est tombée chez elle. Et puis, c'est sa voisine qui l'a retrouvée par terre. Donc, il va falloir l'interroger, Madame F. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Alors, en premier, je lui demande ses antécédents. Sur ces chutes antérieures éventuelles, des pathologies favorisant la chute, des facteurs favorisant intrinsèques et extrinsèques, des antécédents de fractures, des antécédents d'ostéoporose et éventuellement des facteurs de risque. Ensuite, je lui demande ses traitements en cours, en l'occurrence si elle n'a pas des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, si elle n'a pas des bisphosphonates. Je lui demande ses allergies. Et après, je lui demande de caractériser sa chute, donc s'il n'y a pas eu des facteurs favorisants, comment elle est tombée, s'il n'y a pas eu une syncope, une perte de connaissance, un trauma crânien, s'il y a eu une réaction parachute, et je lui demande... Une réaction parachute ? Ouais. Ouais. Et je lui demande l'heure du dernier repas. L'heure du dernier repas. Alors, c'est pas mal, mais c'est un peu trop orienté, genre consultation de médecine générale où tu suspectes pas tellement une fracture. D'accord ? T'as un peu répondu à la question dans le sens, Madame F, elle vient, elle tombe tout le temps, qu'est-ce que vous lui dites ? Tu vois ? T'as un peu oublié l'espèce d'urgence maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi l'urgence pour cette patiente ? C'est qu'elle s'est probablement cassé quelque chose. Probablement une fracture, qu'il va probablement falloir l'opérer, et qu'ensuite il va probablement falloir la renvoyer chez elle, d'accord ? Parce que le but c'est ça, c'est qu'elle retourne chez elle le plus rapidement possible. D'accord ? Donc il y a pas mal de choses que tu as dites et qui sont bien. On va reprendre un petit peu. Il fallait demander l'autonomie et l'entourage de la patiente, d'accord ? C'est quand même un petit peu bizarre qu'elle ait... Là, elle vit seule, en fait, on le sait déjà. Oui, mais est-ce qu'elle a une fille ? Est-ce qu'elle n'a pas de fille ? Est-ce que quand elle va rentrer chez elle, avec son traitement chirurgical, il y aura quelqu'un pour l'aider ? Ou est-ce qu'elle est complètement isolée ? Tu comprends ? Et est-ce qu'elle est autonome ou pas ? C'est quoi son statut d'avant ? Est-ce qu'elle se promène toute la journée, qu'elle grimpe les escaliers 4 à 4 ? Ou bien est-ce qu'elle marche déjà avec 2 cannes ? D'accord ? Ensuite, il faut regarder si, comme elle a une plaie du scalp, à l'interrogatoire, il faut quand même chercher une confusion ou une désorientation temporospatiale, d'accord ? Elle a une plaie, dès qu'elle a une plaie, il faut demander... Voilà, le statut vaccinal vis-à-vis du tétanos. C'est une femme, elle est âgée, ça fait peut-être très longtemps qu'elle n'a pas eu de rappel. Je dis c'est une femme parce que pour les hommes âgés, il y avait encore à une époque le service militaire et donc il y avait des rappels qui étaient faits plus régulièrement pour eux. La notion de perte de connaissance, ça tu l'avais dit. Est-ce qu'elle a mal ailleurs ? On te dit qu'elle a des ecchymoses au membre sup, d'accord ? Est-ce que c'est des ecchymoses anciennes, parce qu'elle se cogne de temps en temps, ou parce que parfois il y a des petits problèmes capillaires chez les personnes âgées, ou est-ce qu'elle a une fracture ? Ensuite, le mécanisme de la chute, ça tu l'as bien dit. L'heure du dernier pas, et le dernier truc qui va compter pour le chirurgien, c'est quoi ? Ouais, si elle est droitière, ça va compter pour le match de foot, mais... c'est les médicaments susceptibles de modifier l'hémostase, d'accord ? Ouais. Détends-toi, détends-toi. Tout va bien. Et tu l'avais dit. Parfait. Alors, la question numéro 2. Vous suspectez une fracture du col du fémur. Quel fin clinicien. Quels examens prescrivez-vous à Madame F ? Alors, allons-y, la voisine. C'est facile. Une radiographie du bassin de face. Ouais. Je sais plus s'il faut faire un profil. Oui, profil. Lâche-toi, c'est l'internat. Hein. Profil de la hanche du fémur cassé, on ne sait pas lequel c'est. NFS plaquette, TPTCA, groupe Résus RAI, iono, urée, créate, CPK, tropo, glycémie, bilan hépatique, ECG, radio de thorax. Voilà. Donc tu nous as fait le bilan pré-op en gros, c'est ça ? Oui, et bilan des complications. Et le bilan des lésions. C'est ça ? D'accord. C'est ça que tu as fait ? Oui. Le bilan des lésions, pour toi, c'est le bassin de face et la hanche face profil, c'est ça ?
Non, il n'y a pas de piège, hein, je te jure. Oui, tu me mais dis je me juste souviens si c'est plus tout du ce que tu cas. as mis ou pas. Oui, et les complications avec la CPK et... D'accord, et les complications avec le CPK. Juste dans le cadre du bilan des lésions, elle a une plaie du scalp. Si on vous le dit, c'est que certes, on veut vous piéger sur le SATVAT, mais aussi qu'on veut peut-être vous faire tiquer, qu'à un moment, il faut évoquer l'idée que si ce n'est pas parfaitement normal, si vous avez le moindre doute chez une personne âgée, les soudurales, ça va très vite, donc ça paraît raisonnable de lui faire un scan. Ça ne veut pas dire qu'il faut écrire que vous faites un scan, mais ça veut dire qu'il faut montrer que vous y avez pensé, d'accord? Non, mais tu n'écris pas scanner cérébral, tu écris au moindre doute scanner cérébral, comme ça tu es tranquille. Mais tu ne peux pas lui claquer un scanner cérébral d'emblée à cette dame, tu comprends? Juste parce qu'elle a une plaie du scalp, c'est très discutable, tu comprends? Donc tu peux le mettre et tu es couverte, d'accord? Si tu ne le mets pas, il y a des grilles où ça va passer, mais il y a d'autres grilles où tu vas te faire avoir. C'est tout. D'accord? Ce sera une contre-indication à la chirurgie. Écoute, si elle n'a pas de signe neurologique, tu vois, tu ne vas pas forcément te jeter sur elle pour lui faire un scan et trouver un espèce de sous-dural dont tu ne sauras pas si elle l'a d'une chute antérieure ou pas. Enfin, tu vois, tu peux pas réfléchir comme ça. Tu fais en pratique, tu ne feras le scan que si tu as un point d'appel clinique. Oui, mais à l'internat, pardon? Ou si elle est sous AVK, mais on ne te le dit pas. Donc, et si elle a aussi une thrombopathie, tu vois, ou si elle est une maladie de la coagulation, tu feras aussi un scan. Mais tout ça, on ne te le dit pas. Donc, il ne faut pas aller chercher midi à 14h non plus, quoi. S'il y a un problème clinique sur l'examen neurologique, scan. Sinon, on fait quand même attention, mais on reste tranquille. D'accord? Je ne sais pas si j'ai entendu la glycémie capillaire. Très bien. Je voulais vexer personne. Parfait, et puis le CG, évidemment. La réponse la plus complète possible, parce que c'est un diagnostic que tout le monde va avoir, d'accord? Étant donné que la radio était limpide. C'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit, fracture cervicale vraie, absence d'engrainement, absence de contact interfragmentaire, désolidarisation, déplacé en coxavara, sur os ostéoporotique. C'est toujours très délicat de dire sur une radio que l'os est ostéoporotique, mais sûrement que chez cette dame, elle a de l'ostéoporose. En conclusion, c'est une fracture Garden 4. Du col fémoral droit. Fracture du col fémoral droit, Garden 4. Alors voilà, le point important, c'est ça, c'est de bien faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire quand vous décrivez une fracture, comme tout à l'heure pour le poignet, vous partez, vous ne claquez pas fracture Garden 4 et hop, c'est fini, à bientôt. Parce que peut-être les points ils vont être tous sur Garden 4, peut-être ça va être fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit, peut-être il va y avoir la moitié sur coxavara, l'autre moitié sur non engrainé, on ne sait pas où vont être les points, d'accord? Et nous ce qu'on veut c'est récupérer un maximum de points. Pour ça, il faut essayer d'être le plus méthodique possible en partant du diagnostic le plus large possible, fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit, d'accord? On n'oublie jamais le côté. Jusqu'ici, on n'a rien dit de très spécifique. Ensuite, on spécifie qu'elle est cervicale vraie, d'accord? Ça les différencie des fractures du massif trochantérien. Donc déjà, on est dans un autre cadre diagnostique. Ensuite, on parle du déplacement en coxa vara ou en coxa valga, d'accord? Ou non déplacé, si c'est une Garden 2. Et ensuite, une fois qu'on a dit coxa vara, on dit engrainé, non engrainé, d'accord? Donc ce que tu as fait, c'était parfait. Et au total, on met fracture du col fémoral droit de type Garden 4. Et là, on a globalement mis le plus possible de mots-clés dans cette réponse, d'accord? L'internat, le but, c'est ça. D'accord? Le but, c'est à chaque question, essayer de mettre le maximum de mots-clés. D'accord? Le maximum de mots-clés qui collent avec la question. Mais vraiment, essayer d'être le plus exhaustif possible pour ne pas se dire que, alors que vous saviez que c'était un col fémoral droit et que vous avez écrit extrémité supérieure du fémur droit, vous n'avez pas les points, ou l'inverse. C'est trop bête. D'accord? Alors, on va y aller pour la question 4. L'attitude thérapeutique initiale, on va demander ça à ton voisin de droite, qui a déjà passé le micro, donc vas-y. Attitude thérapeutique initiale, donc hospitalisation en chirurgie, semi-urgence. Ouais. Donc une mise en condition qui n'est pas cotée. Alors, urgence, semi-urgence, urgence, d'accord? C'est sûr que ce n'est pas l'urgence vitale à la minute. C'est pour ça que quand c'est l'urgence vitale à la minute, tu vas mettre urgence vitale, urgence thérapeutique immédiate, d'accord? Mais là, tu l'hospitalises en urgence. C'est ça son mode d'entrée à l'hôpital. Donc, mise en condition, voie veineuse périphérique, consultation d'anesthésie, appel du chirurgien, à jeun. Prise en charge symptomatique, soins de la plaie du scalp, SATVAT, réhydratation par du sérum glucosé, antalgique, immobilisation antalgique. Elle est déshydratée cette dame? Non, mais c'est pour la prévention de la rhabdomyolyse. D'accord. Alors du sérum Phi alors?
Ou se rend Et puis en plus, on n'en sait rien, on ne sait pas combien de temps elle a passé au sol, tout ça. Tu vois? Ça fait pas de mal. Tu peux la mettre en OAP. Ah, ça peut faire du mal. D'accord? Donc, mollo. D'accord. Ok. Traitement étiologique. Donc c'est un traitement chirurgical sous anesthésie générale, réduction de la fracture, ostéosynthèse par enclouage centromédulaire, contrôle radiologique, scopique, je sais plus. D'accord. Je crois que c'est ostéosynthèse. Mais C'est juste sur la classification de Garden, elle a été inventée pour quoi? pour justement le traitement. Pour le traitement. Elle est basée sur quoi, Sur cette classification? Sur la vascularisation de la tête fémorale, d'accord? Ah oui, c'est prothèse totale du... Oh, d'accord. D'accord, donc... En fait, c'est ça le truc, d'accord? C'est que 87 ans ou 82 ans, je sais pas, Garden 4, je connais pas grand monde qui va tenter un traitement conservateur. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'il fallait répondre, c'était... Ce que tu as répondu, c'est pas mal. Sur la prise en charge antalgique, comme tu as dit, très bien d'ailleurs, que c'était une semi-urgence, c'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément se ruer pour l'opérer tout de suite, la dame. On allait attendre qu'elle soit à jeun, ça allait peut-être même attendre le lendemain s'il y a autre chose. Il faut lui donner des antalgiques péros, certes, mais ce qu'on peut faire aussi pour soulager la douleur, c'est... Alors, immobiliser une hanche, c'est dur. Voilà, c'est une traction collée, d'accord? Ou une traction du membre inférieur droit, d'accord? En gros, vous tirez le membre inférieur droit par un mécanisme subtil de poids dans l'axe, d'accord? Et ça soulage la douleur des fractures de hanche. Ok? Donc ça, c'est pas mal. C'est bien sur une Garden 4, tu risques rien, tu vois. C'est pas une Garden 2 que tu vas déplacer, ou là, tu t'en fous. Hein. Tu peux tirer. Donc ça, c'était juste sur la prise en charge antalgique. Le tétanos, tu l'as bien dit. La suture de la plaie du scalp, c'était bien. Sur le traitement maintenant. Le traitement, c'est traitement chirurgical en premier. Ensuite, les deux grosses branches du traitement chirurgical des fractures de hanche, c'est... Alors, arthroplastie, déjà, tu es dans une espèce de sous-branche. Il y a conservateur et non conservateur. D'accord? Ici, c'est traitement chirurgical non conservateur. D'accord? Ensuite, tu dis arthroplastie de la hanche droite. D'accord? Tu ne te mouilles pas pour me dire si tu fais une prothèse totale, une prothèse intermédiaire, une prothèse céphalique simple, une double mobilité, tout ça, on s'en fout. D'accord? Et enfin, la surveillance, qu'il ne fallait pas détailler, puisque c'est l'objet de la question d'après. On l'anticoagule ou pas? Ça va dépendre de quand tu vas l'opérer. Si le délai est trop long, c'est-à-dire si tu l'opères que le lendemain, et qu'il est 8 heures, tu peux l'anticoaguler. Si, il faut les anticoaguler quand même en post-op. Bah, ça dépend un petit peu de comment ils reprennent la marche. Hein. Ça, tu peux pas dire. Pardon? Bah, juste le fauteuil, c'est un peu de geste. Il faut qu'elle recommence à marcher. D'accord? Il faut vraiment qu'elle reprenne l'appui un peu stable pour pouvoir l'anticoaguler proprement. Pour te donner une idée, les prothèses totales de hanche, on peut les lever à partir de, selon les techniques chirurgicales, mais parfois on peut les lever à partir de J2, J3, et elles sont anticoagulées plusieurs semaines. D'accord? Alors, ensuite, détaillez votre surveillance à court terme. Alors, surveillance sur le plan général, la décompensation de TAR, éventuellement, la douleur avec évaluation... Alors, attends, juste ça c'est bien de dire décompensation de TAR, mais le problème c'est que c'est bien dans le plan dans ta tête, tu vois, mais juste, cette dame, elle n'a pas trop de TAR à notre connaissance. Non, mais on ne sait jamais, parce qu'on ne sait pas, ils ne nous disent pas. Oui, mais si on ne sait pas, c'est difficile de surveiller. Non, mais c'est juste pour pas... Parce que, effectivement, il faut mettre un maximum de mots, essayer d'écrire le plus de mots possible utiles. Mais la décompensation de TAR, dont on ne sait pas si elle les a ou pas... Eh bien, si elle les a, voilà. Tu comprends? C'est comme si tu me dis surveillance de l'apparition d'un délirium tremens, quoi. En disant que peut-être elle est alcoolique. Non, mais pas pousser. Vraiment, faut essayer de mettre effectivement un maximum de mots, mais ciblés quand même sur le dossier, tu vois? D'accord. Bon, si elle était diabétique, j'aurais acheté, mais là, juste comme ça, dans le vent... Alors, surveillance. Donc de la douleur. Général, ça c'était bien, donc on surveille. T'as dit quoi? En général, vas-y. Et ben donc après, les constantes, la température. Voilà, le plus important dans les constantes chez elle, ça va être la température, d'accord? Parce que le gros risque, après une arthroplastie de la hanche, c'est l'infection. C'est l'infection, d'accord? C'est l'arthrite septique post-opératoire. Très bien, quoi d'autre? Donc la douleur. Toujours sur le plan général, la douleur, très important. Avec le VA. Et puis sur le plan général? Ouais, ta collègue, elle en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on l'a opérée, cette dame? Parce qu'elle a une fracture. Ouais, mais ça, on n'opère pas toutes les fractures.
Bah si, oui, mais il faut qu'elle reprenne la marche, elle. Bah voilà. Donc il faut surveiller qu'elle reprenne la marche. Oui, alors moi, ça, j'appelle ça... Ça, c'est pas dans le général, d'accord. Bah non. Vas-y alors. Mais c'est pas grave. Après, moi, j'ai surveillance, donc en fait, reprise de la... Enfin, mobilisation avec fauteuil, agien. C'est pas dans le général non plus le transit à la durèse? Tu l'as à part, toi? Si, transit, durèse. Donc il faut surveiller ça aussi. Toujours en Conscience. post-opératoire. Voilà. Ouais, mais en post-opératoire, la conscience, souvent, ça va bien, quoi. Le transit et la durèse, c'est un peu plus délicat. Elle pourrait être confuse. Elle pourrait. En post-op. Non, mais c'est sûr. Donc la conscience, Allez, elle est âgée. Donc la mobilisation avec le fauteuil, enfin, aller au fauteuil agien, la reprise de la marche. Les complications, notamment thromboembolique, recherche de phlébite, voilà. Si qu'elle se dénutrisse pas, déshydrate pas. Ouais, 24-48 heures. Hein, voilà. Et puis localement, localement, qu'est-ce qu'on va regarder? S'il n'y a pas des signes inflammatoires, oui, de la cicatrice. D'accord. Comme tout à l'heure sur le poignet. On regarde l'aspect de la cicatrice, s'il est inflammatoire ou pas, parce que ça peut nous donner une idée sur le fait de savoir si, oui ou non, elle a l'arthrite septique. D'accord? Et puis moi, c'est tout ce que j'ai... C'est tout. Alors, il manque toute la surveillance paraclinique. Parce que la surveillance, c'est toujours clinique et paraclinique. Et la surveillance clinique biologique, le bilan standard, son hémostase, et puis... Il n'y a pas de point pour bilan standard. Qu'est-ce qu'il faut surveiller spécifiquement chez cette dame qui montre que tu as fait attention, que tu as réfléchi un peu plus loin que toutes les questions qu'on t'a posées? La CRP, NFS plaquettes... Ouais, les plaquettes surtout, d'accord? Ouais, pour la... Parce qu'elle est sous anticoagulation préventive par HBPM, donc elle a un risque de TIH, donc il faut surveiller ses plaquettes, d'accord? Et puis, l'autre grand point de la surveillance paraclinique, c'est la radio. Et après, voilà. D'accord? Comme si on était en orthopédie. Ouais. Ok? C'est de l'orthopédie. Orthopédie, radio comme dans la surveillance. Ça marche. Alors, Madame F, on va passer à la voisine. Oui. La radio, c'est un petit peu variable. En général, on en fait une tout de suite après l'intervention pour vérifier que c'est bien emboîté, qu'il n'y a pas de luxation ou de choses comme ça. Ensuite, elle se remet debout. Et si elle n'a aucun problème et si tout va bien, on va faire la radio juste avant qu'elle sorte. D'accord? Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand on va la revoir, pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications. D'accord? Mais il n'y a pas de rythme préétabli très précis. D'accord? Alors vas-y. Cependant, le passage de la position assise à la position debout est difficile pour Madame F. Donc, quel diagnostic on suspecte chez Madame F? A priori, ça serait un syndrome post-chute. Ouais. Et j'ai recherché pas beaucoup de choses parce que... C'est quoi l'autre petit nom du syndrome post-chute? Je sais pas. Syndrome de désadaptation posturale. Et j'ai recherché une attitude en rétropulsion. Une attitude, ouais. Un piétinement, enfin des piétinements, petits pas, marche instable, anxiété, je sais pas du tout ce que c'est en fait, donc j'ai inventé. D'accord. Très bien. Ben, c'est pas mal, en inventant, tu vois, on trouve des trucs. Donc, en gros, c'est quoi le syndrome post-chute? Il a peur de marcher parce qu'il a peur de tomber. Voilà, c'est ça. Elle a peur de retomber. Ouais. Donc déjà, tu l'as dit, il y a l'anxiété. Anxiété. D'accord. Ensuite, il y a la peur de la chute, ça tu l'as dit. Quand tu as peur de tomber, qu'est-ce que tu fais naturellement? Je reste assise. Ouais, tu restes assise, mais ça on l'a déjà dans le dossier. Ouais. Mais une fois que tu es debout, tu te mets comme ça. D'accord? Comme si tu étais bourré. Tu élargis ton polygone de sustentation, s'il vous plaît. Merci. Donc l'élargissement du polygone de sustentation, et tu avais dit la marche à petits pas, c'est pas mal, c'est la diminution de la longueur du pas. La marche à petits pas, c'est plutôt utilisé dans les diagnostics neurologiques, tout ça. Il faut faire attention. D'accord? Parfait. Ensuite, ça c'est tous les signes positifs en faveur du diagnostic. Mais quand il y a un diagnostic, il y a des signes positifs et il y a aussi des signes négatifs. Donc chez une dame qui a un petit peu des troubles de l'équilibre, qui a un petit peu de mal à rester debout, qu'est-ce qu'il faut éliminer dans ce contexte après une chute? L'hypotension orthostatique. Voilà, il faut éliminer qu'elle n'ait pas un petit hématome intracrânien. Donc il faut faire un examen neurologique pour vérifier qu'elle n'a pas de syndrome cérébelleux, pas de vertige, pas de choses comme ça, d'accord? Par ailleurs, chez une dame s'il vous plaît, par ailleurs, chez une dame de 87 ans dont tu ne connaissais pas les antécédents avant, ni l'état clinique, c'est pour ça que c'était important de demander l'autonomie tout à l'heure, je ne sais plus qui me demandait, tu peux éliminer aussi un syndrome parkinsonien, d'accord? Avec une marche à petits pas, avec des choses comme ça, d'accord? Et l'autre chose, c'était vérifier que la hanche va bien, d'accord? Qu'elle n'a pas du mal à se mettre debout, simplement parce qu'elle est luxée, sa prothèse, et que c'est difficile de se mettre debout avec une prothèse luxée. D'accord? Très bien. Alors, la prise en charge que tu vas... Ouais, vas-y.
Augmentation de l'appui bipodal. Bah, tu vois, quand elle passe d'une jambe sur l'autre, tu vois, elle est plus en appui sur un pied. C'est unipodal. D'accord? L'augmentation, c'est difficile d'augmenter son appui bipodal. Bah justement, comme elle est censée avoir marché, je pensais qu'elle restait. Oui, mais elle marche quand même. Tu vois, sinon elle saute comme ça. Comme Skippy le kangourou. D'accord? Et elle fait pas ça. Alors, on va faire la question suivante, s'il vous plaît. Donc, la prise en charge de Madame F, la voisine. Le voisin. Je vais la garder en fait à l'hôpital, dans un service de SSR de préférence. Ouais. Je vais lui faire surtout un soutien, donc psychothérapie de soutien. Et je vais lui faire en fait de la kiné. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire de plus en fait. C'est pas mal. Alors, quand on voit pas trop ce qu'on peut faire, souvent à l'internat, il faut dire que c'est global et multidisciplinaire. Parce que chacun va amener un petit truc, tu vois. On voit pas trop ce qu'on peut faire, donc chacun va amener sa pierre à l'édifice et au final, ça va faire un chef-d'œuvre. Multidisciplinaire, à ce moment-là, on peut rajouter aussi ergothérapie. Exactement, tu vois que tu voyais ce qu'on peut faire. Elle est tombée, cette dame. Donc, ce serait peut-être pas mal d'aller voir chez elle s'il n'y a pas des tapis glissants, si elle a bien un antidérapant dans sa baignoire, tu vois. Des petites choses comme ça. Donc ça s'appelle l'ergothérapie, l'aménagement du domicile, très bien. Ensuite, pourquoi en gros, il y a plusieurs points. Il y a d'abord la prévention de la récidive de la chute, d'accord? Donc ça passe par l'ergothérapie, effectivement. Ça passe aussi chez les personnes âgées par la prise en charge des troubles neurosensoriels, d'accord? Quand on a 87 ans, on peut avoir des petits troubles de l'équilibre, on peut avoir une petite cataracte, on peut avoir des petits troubles visuels, d'accord? Ça passe effectivement par de la kinésithérapie, d'accord? Et ça passe par limiter la iatrogénie, d'accord? La iatrogénie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas qui m'a dit, mais elle est sous bêta-bloquant, c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée. Bah peut-être. Alors peut-être qu'on peut voir si on ne peut pas lui remplacer ses bêta-bloquants par autre chose. Peut-être qu'on peut voir si elle ne prend pas des psychotropes, d'accord? Chez les personnes âgées, dès que vous pensez personnes âgées, il faut penser iatrogénie, d'accord? C'est eux qui prennent un petit anxiolytique le soir qui les amène à s'endormir et sans lequel ils peuvent pas vivre. D'accord? Donc ça, c'était important. Et puis enfin, comme c'était global et multidisciplinaire, maintenant qu'on a appelé le kiné et l'ergothérapeute, on demande à l'assistante sociale s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir lui rendre service à la maison. Parce que le but ultime, les soins de suite et réadaptation, c'est bien, mais le but ultime, c'est que la dame, elle rentre chez elle et qu'elle retrouve son autonomie d'avant, d'accord? Et qu'elle puisse revivre normalement. Ok? Très bien. Alors, la petite question sur les grands principes de la kinésithérapie, on va demander ça à la jeune fille en blanc qui croise les doigts et qui ne va pas tarder à avoir le micro. Le micro. Ah, bah voilà. Alors, dis-nous tout. T'as vu, il y a plusieurs questions. Prescrivez-vous de la kinésithérapie? Oui. Oui, bravo. Si oui, quels en sont les grands principes? Ah d'accord, en fait j'ai rédigé l'ordonnance en mettant les grands principes. Ah bah c'est comme tu veux, vas-y. D'accord. L'important c'est qu'il y ait tout. Donc je mets la date, le nom, le prénom de la patiente, l'âge, le nom du médecin, numéro ADELI. Je mets prescription de kiné en urgence, kinésithérapie motrice en urgence. D'accord, en urgence c'est très bien. D'accord, il ne faut pas qu'on attende l'entente préalable, pardon, pour que la dame elle commence à avoir sa kiné. Dès qu'elle va rentrer chez elle, il faut qu'elle puisse avoir de la kiné. Donc ensuite, kiné, exercice de kiné actif et passif, travail de réadaptation à la marche, travail en proprioception, lutter contre l'enraidissement et l'ankylose, voilà, signature et voilà. D'accord. Alors c'est pas mal. En gros, il y avait deux choses importantes à voir chez cette dame, deux choses que le kiné va devoir lui apprendre. Alors, la première, c'est qu'on a dit qu'elle était tombée et qu'elle avait été retrouvée par sa voisine au sol, d'accord? Ça, il faudrait éviter que ça se reproduise, le syndrome de la tortue. Donc, pour ça, il y a des techniques d'apprentissage du relevé au sol, d'accord? Donc ça, c'est important de le mettre, ok? C'est-à-dire les kinés, ils apprennent aux patientes, quand elles ont chuté, à prendre la position pour pouvoir se relever et pouvoir appeler quelqu'un si jamais il y a besoin. D'accord? L'autre chose, alors tu l'as dit, ce n'est pas les bons mots, mais l'idée était là, c'est entretien analytique articulaire, très bien. Réentraînement à l'effort, renforcement musculaire, ça gagne. Le travail proprioceptif, ça gagne. Et le dernier point, c'est qu'elle a une prothèse. D'accord? Et que quand on a une prothèse, qu'est-ce qui se passe?
Et oui, il y a des luxations, ça se luxe une prothèse de hanche. Donc il faut lui apprendre les positions contre-indiquées avec sa prothèse de hanche, d'accord? Elle ne peut plus faire exactement tout comme avant parce qu'elle risque de se luxer et de rechuter à nouveau. D'accord? Parfait. Le dernier petit point, oui. Il y a une petite formule classique quand tu prescris un soin infirmier ou un soin kiné, c'est faire pratiquer par un kinésithérapie diplômé d'État. Et tu peux fixer le nombre de séances, le rythme de séance, d'accord? Pour trouble de l'équilibre et de la marche si tu veux rester global. D'accord? Parce que si tu indiques sur ta feuille de prescription, si tu indiques les exercices à faire, le kiné est tenu de les faire pratiquer. D'accord? Si tu mets juste quelque chose de global, genre rééducation pour trouble de l'équilibre et de la marche, tu vas le laisser faire. D'accord? En général, ils sont quand même bien meilleurs que nous pour savoir de quoi il s'agit. Donc, bon, tu fais ce que tu veux, mais en pratique, souvent, on reste assez vague. Ok. Oui, vas-y. Non, on ne peut pas mettre le diagnostic et surtout, on ne peut pas mettre le diagnostic à l'internat. Si tu veux mettre le diagnostic, tu peux faire une petite lettre à part destinée au kinésithérapeute en lui mettant « Cher monsieur le kinésithérapeute, madame machin a présenté ceci, cela, cela ». Et ça, c'est le secret médical qui est respecté puisque c'est entre deux personnels soignants qui prennent en charge la malade. Le problème, si tu écris qu'elle a eu une fracture de la hanche droite sur ton ordonnance, c'est que l'ordonnance, elle va aussi à la Sécu et que la Sécu, ils n'ont pas besoin de connaître le diagnostic, d'accord? C'est pas que des médecins là-bas. Donc tu ne dois pas écrire le diagnostic sur l'ordonnance. D'accord? Est-ce qu'il y avait d'autres questions?